Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque soir dans la foulée en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, l'inflation américaine comme juge de paix aujourd'hui sur les marchés avec un chiffre qui plaît aux investisseurs et qui devra plaire également sans doute à la Réserve fédérale américaine puisque pour le deuxième mois consécutif, on a une véritable surprise à la baisse sur l'inflation globale annuelle aux États-Unis à 3% sur un an pour le mois de juin. Et même si on regarde stricto sensu la dynamique du mois de juin, il n'y a pas eu d'inflation aux États-Unis. On a même un recul de 0,1% en moyenne des prix sur un mois aux États-Unis. C'est la première fois qu'on observe ce print, cette marque négative sur un mois depuis l'année 2020 et la post-pandémie, ou en tout cas le choc pandémique de 2020. Ce rapport ouvre la voie ou confirme l'idée d'une baisse de taux prochaine du côté de la Réserve fédérale américaine, la probabilité maximale étant pour l'instant située pour la réunion du mois de septembre. Discussion à suivre évidemment avec nos invités sur l'état de santé de l'économie américaine et les marges de manœuvre de la Réserve fédérale américaine pour de futures baisses de taux. Du côté des entreprises, on démarre la saison de publication de résultats avec des nouvelles qui ne sont pas franchement bonnes du côté de PepsiCo ou encore de Delta Airlines. PepsiCo qui voit effectivement la demande calée face à la hausse des prix. PepsiCo qui ajuste ses prévisions de revenus sur son exercice en cours. Et puis chez Delta Airlines, là aussi, publication qui est vraiment mal accueillie par les investisseurs. Le groupe a raté les attentes sur le trimestre en cours et révise également à la baisse sur les prochains mois. Vous aurez le détail de ces chiffres dans un instant avec Pauline Gratel. Discussion avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur les enjeux de marché face aux incertitudes ou face aux risques politiques. C'est le chef économiste du groupe AXA, Gilles Mouek, qui sera avec nous en visioconférence à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bon, après la séquence emploi américain, c'était la séquence inflation américaine, le rendez-vous du jour évidemment pour tous les investisseurs de la planète. Oui, une inflation américaine qui ressort inférieure aux attentes et au mois précédent. L'inflation du mois de juin ralentit à 3% sur un an, après 3,3% le mois précédent. Sur un mois, elle recule de 0,1%. Alors que le consensus tablait sur une hausse de 0,1%. L'inflation cœur ressort à 3,3% sur un an en juin, alors qu'elle était attendue en stagnation à 3,4%. Sur un mois, elle augmente de 0,1%. Ces chiffres viennent appuyer les propos de Jérôme Powell, qui se disait satisfait du ralentissement de l'inflation. Et puis, ces chiffres rassurent le marché, qui espère maintenant que le président de la Fed gagne en confiance pour entamer une baisse des taux. Que dire des réactions de marché après la publication de ce rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis ? Alors après la publication, plusieurs choses à dire. D'abord, sur le marché des taux, le rendement de l'obligation américaine à 10 ans s'est détendu de 10 points de base, en dessous de 4,20%. Le rendement de l'obligation américaine à 2 ans chute de 12 points de base aux alentours de 4,50%. Effet immédiat également sur le dollar en baisse face aux grandes devises, avec un euro-dollar qui a touché 1,09. Ensuite, sur le marché actions, les bourses américaines ont ouvert en ordre dispersé, sans véritable tendance autour de l'équilibre. À l'inverse, en Europe, les bourses poursuivent leur rebond, avec un CAC 40 qui repasse au-delà des 7600 points sur fond de stabilité du marché obligataire et du spread franco-allemand. Les premières publications de résultats, je le disais en introduction, Pauline, avec les chiffres publiés par PepsiCo et Delta Airlines aujourd'hui aux États-Unis. Oui, commençons par PepsiCo qui fait état d'un bénéfice net en hausse sur un an. En revanche, le chiffre d'affaires est inférieur aux attentes et le groupe ajuste aussi à la baisse ses prévisions. Le titre est en baisse à l'ouverture de Wall Street. De son côté, Delta Airlines rate sa publication. Le groupe anticipe un recul de ses bénéfices au troisième trimestre et prévient aussi
aussi que les voyageurs souhaitent éviter de passer par Paris le plus possible à cause des Jeux Olympiques, ce qui impacte également le chiffre d'affaires. La situation est d'ailleurs similaire pour Air France-KLM qui prévenait la semaine dernière qu'entre juin et août, ses revenus seraient impactés de 160 à 180 millions d'euros. Le titre de Delta chute de 9% à l'ouverture de Wall Street. Dans son sillage, Air France-KLM recule également. Bon, et la saison des résultats qui va évidemment monter en puissance avec d'autres chiffres attendus demain. Oui, on attend donc ceux de Wells Fargo, JP Morgan et Citigroup notamment. Côté macro, les prix à la production industrielle américaine du mois de juin seront publiés et l'estimation finale de l'inflation espagnole et française du mois de juin seront publiées également. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Collet est avec nous, le directeur adjoint de la gestion de DNCA. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Alexandre Taïeb nous accompagne également, gérant chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Et Alain Dubrul avec nous également. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, vous êtes directeur de la gestion de Claresco. Commençons par le chiffre important du jour, l'inflation américaine. 2 mois de surprise à la baisse sur l'inflation américaine. Est-ce que ça permet de restaurer la confiance qui avait été perdue sur les 3 premiers mois de l'année, du point de vue de la Réserve fédérale américaine, François? Et est-ce que ça a fini de lever les derniers obstacles qui permettront à la Fed d'enclencher un mouvement dans les prochains mois? Oui, je pense clairement que c'est un soulagement pour les marchés. La Fed avait besoin de ce chiffre pour confirmer la désinflation, qui est un processus enclenché depuis maintenant un peu plus d'1 an. Alors, on peut toujours regarder dans les détails et c'est ça qui fait l'intérêt de notre métier. On peut se rendre compte que finalement les chiffres sont effectivement en dessous des attentes, mais très légèrement en dessous des attentes. On fait moins 0,1, le moins 0,1 c'est moins 0,05 et puis arrondi. Donc les arrondis aident un petit peu le print du chiffre, mais c'est de bon augure pour la Fed. Tant mieux pour elle. Ça lui permettra de baisser ses taux. Ce qu'on voit aussi, nous, chez DNCA, c'est qu'il y a un nouveau pattern de saisonnalité qui s'est mis en place sur l'inflation américaine, qu'on a globalement des surprises haussières en début d'année et des surprises un peu moins haussières à partir de la deuxième partie de l'année. D'accord. Mais c'est vrai que c'est de bon augure pour la Fed et oui, ça devrait ouvrir la porte à une baisse des taux. Juillet, ça nous paraît un peu trop tôt, clairement. Pour une question de calendrier, pour une question de calendrier, pour une question 30 et 31 juillet, la Fed. En fait, il y a 2 raisons pour lesquelles la Fed pourrait baisser ses taux d'intérêt. La première, c'est la désinflation. Et c'est effectivement pour cette raison qu'elle baissera ses taux d'intérêt. Et il n'y a pas d'urgence. On a quand même eu 4 chiffres consécutifs trop hauts. On a 2 chiffres plus bas, c'est une bonne chose. Donc ça permet à la Fed de dire qu'elle va baisser ses taux d'intérêt. Néanmoins, il n'y a aucun caractère d'urgence à le faire. L'économie américaine n'est pas au bord de la récession. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle la Fed pourrait être amenée à baisser ses taux. C'est si on avait des craintes de récession, d'envolée du chômage. Oui, là, on aurait urgence à baisser les taux, à faire éventuellement des mouvements de 50 points de base, mais on n'en est pas à ce niveau-là. C'est important de préannoncer les choses. Donc oui, Jérôme Powell va nous annoncer qu'il baissera les taux sans doute au mois de septembre, à moins d'une catastrophe d'ici la réunion de la fin du mois de juillet. On devrait rester sur un statu quo. Et vous dites la Fed à ce stade n'est pas à 2 mois près en termes de timing pour toujours espérer s'offrir un soft landing de l'activité économique américaine. La balance des risques reste quand même suffisamment équilibrée. Ou est-ce qu'il y a un risque naissant quand même d'une Fed qui pourrait, le 18 septembre, puisque ce sera la date de la première baisse de taux de la Fed, de toutes choses égales par ailleurs, qui pourrait à ce moment-là apparaître un peu en retard peut-être par rapport à la situation de l'inflation et de l'activité américaine? Franchement, 25 BP sur 2 mois, c'est pas ça qui changera la face de l'économie américaine.
Donc je pense vraiment que c'est surtout de la communication vis-à-vis du marché. On parlera peut-être des marchés equity tout à l'heure. Le S&P est en hausse de 19% depuis le début d'année. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de donner un coup de boost à ce niveau-là? Je ne suis pas certain non plus. Donc je pense qu'ils réussissent à maîtriser parfaitement leur communication, ils réussissent à achever un soft landing. Pourquoi se précipiter ou trop tarder? Mais toutes les portes sont ouvertes pour une baisse des taux au mois de septembre plutôt qu'à la fin du mois de juillet. C'est sûr que la perf du S&P 500 ne fait pas partie des sujets d'inquiétude. En revanche, ce qui est intéressant, c'est sur la séance du jour, c'est de voir que le S&P fait rien, quand le Russell 2000 et les small cap américaines, elles, rebondissent très fortement de 2,5-3%. C'est peut-être cette partie-là du marché aussi que la Fed veut pouvoir soulager à un moment ou à un autre. Oui, tout à fait. Bon, Alexandre, sur cette idée de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine, enfin, c'était devenu presque l'arlésienne, mais là, ça semble quand même se confirmer. Est-ce que la Fed est encore dans le bon tempo? Et si désormais le marché peut assumer l'idée sérieuse d'une baisse de taux et de quelques baisses de taux à venir, qu'est-ce que ça change dans la dynamique du marché américain? Alors oui, ça se profile bien, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, je suis totalement d'accord avec ça. Ce sera plutôt pour septembre, effectivement, juillet semble un peu tôt et ça permettra à Jérôme Powell d'avoir le temps de la confirmation. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder toujours, même sur un mois, à l'intérieur des composants de l'inflation, ce qui baisse. Et on a enfin le résultat de la moins bonne macro, ou une macro moins en surchauffe, avec un ISM des services qui est repassé en contraction. Et là, on voit que sur l'inflation des services, ça commence à caler un petit peu. On parlait en préambule de Delta Airlines, on voit des baisses de prix au niveau des compagnies aériennes. C'est une petite composante, mais ça joue. Au niveau de l'immobilier, donc ce qu'on appelle le shelter, l'immobilier au global, on n'a pas de variation négative, mais on a une croissance beaucoup moins forte. Une moindre hausse des prix dans ce domaine-là. On est à plus 0,10 sur le mois sur le côté immobilier, ce qui est la plus grosse composante de l'inflation. Et en plus, sur l'inflation nominale, on a un effet de base assez sympa sur l'énergie qui baisse encore de quelques points de pourcentage. Donc oui, ça lui laisse le temps. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez dit juste à la fin de votre intervention, c'est comment le marché réagit. Ah bah ouais, aujourd'hui c'est intéressant. Donc là, on a une course au Russell. Nasdaq +1 et le Russell fait +2, +3. Exactement. Et donc on a une course à ce qui est en retard. Donc il y a le Russell. Dans le Nasdaq, il y a quand même des choses qui montent. C'est tout ce qui est non-profitable tech, donc la tech non profitable. On a les noms qui sont les plus shortés, qui montent le plus aujourd'hui. Donc on a une espèce de peur de rater le mouvement ou le changement de leadership qui a été assez brutal, je trouve. Donc on verra si ça se poursuit. Mais en termes de marché, comment le marché va réagir, je pense que globalement c'est positif. C'est-à-dire que les prochaines étapes, ça va être effectivement un Jérôme Powell fin juillet qui est un peu plus dovish. Probablement au niveau de Jackson Hole qui est encore un peu plus dovish. Et puis septembre, la première baisse de taux qui amènera peut-être un petit cycle de baisse de taux de 25 points de base à chaque réunion. Mais est-ce que paradoxalement, ça veut dire que quelques baisses de taux de la Fed ne soutiendront pas autant le Nasdaq que le Russell 2000, par exemple? Ça ne soutiendra pas autant le Nasdaq. On a beaucoup parlé de ces valeurs de croissance qui souffraient pendant la phase de hausse forcenée des taux directeurs. Bon, elles ont rebondi évidemment très fortement, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais en termes de valorisation, normalement, on se dit que ces valeurs-là sont aidées par des baisses de taux. Normalement, oui, mais il y a quelque chose qui a quand même fortement changé, c'est que donc vous avez une concentration de la capitalisation de l'indice Nasdaq sur les 7 magnifiques, voire sur les GAFA, qui font un peu office. On le voit d'ailleurs, c'est quand il y a une mauvaise nouvelle que ces valeurs-là marchent le mieux, donc ils font presque office de valeur refuge, mais bien sûr. Donc si vous avez un marché qui redevient positif, c'est pas là-dessus qu'il ira en priorité. Il ira sur d'autres composantes du Nasdaq, mais pas sur celle-là. C'est un arbitrage, c'est le concours. C'est le concours entre ces valeurs dites refuges et le vrai risk-on qu'on voit aujourd'hui. Exactement. Et donc si vous sortez de ces grosses capitalisations, vous tirez un peu l'indice vers le bas. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire? L'idée ou la confirmation de l'idée que la Fed sera sans doute en position de baisser ses taux en septembre. Ça fait un moment qu'on l'attend, Alain. Je dirais, je pense que tout le monde l'attend à l'automne. Après, il y a eu tellement de chiffres ces derniers mois qui venaient contredire cette idée que là, c'est vrai que l'inflation, le marché réagit énormément sur 0,1 point au-dessus, 0,1 point en dessous, quelque part, quand on y réfléchit. C'est quand même incroyable, mais c'est juste une traduction des espérances.
c'est que là, bon, a priori, le consensus est que ça baisse à l'automne, mais là, entre ce qu'a dit Powell il y a 2 jours et ça, bon, visiblement, on peut dire que ça commence à être bon. Et puis les résultats des entreprises, bon, en Europe, je ne suis pas persuadé qu'ils vont être extraordinaires, et peut-être qu'aux États-Unis, ça a commencé à plafonner un petit peu aussi. Donc tout ça contribue finalement à... Voilà. Ralentissement de l'économie américaine, ralentissement de l'inflation américaine, ça peut se retrouver quand même dans des résultats d'entreprise ou des chiffres d'activité un peu moins bons. Un peu moins extraordinaires, mais si ça reste un peu moins bon, mais sans plus, ça ne viendra que conforter cette idée. Parce que ce qui pourrait venir contredire la possible baisse des taux, c'est que si les boîtes continuent à avoir des résultats extraordinaires, on va se dire, oh là là, ça va pas, elles vont continuer à investir, elles vont continuer à embaucher. Alors que là, tout va un peu dans le même sens d'un tassement, on va dire, qui, tant qu'il est modeste, est plutôt bien vu par les marchés parce qu'il ouvre la voie à une baisse des taux. C'est pas un revirement. On n'est pas dans l'idée d'un renversement de l'économie américaine. Hébert pourrait être tenté de dire que ça fait tellement longtemps qu'on a des taux élevés qu'un jour ça va coûter cher, mais en fait la dynamique est quand même très bonne. Il y a des vrais, il y a l'IA, enfin la tech a monté, mais aussi parce qu'il se passe des choses dans la tech. Oui, voilà. Bien sûr. Donc je dirais qu'à ce stade, les nouvelles marginalement négatives pour l'activité sont en fait très bonnes pour les marchés parce que ça ouvre la voie à une baisse des taux qui n'a, rappelons-le, même pas commencé. Alors effectivement, après, sur le mix des sociétés, c'est vrai que tout le monde le dit, mais la hausse du marché, le S&P à plus 15, en fait, le Russell, il est à 0 encore depuis le début de l'année. Et si on enlève un nombre assez limité de grosses capis, en réalité, il ne s'est rien passé. Donc c'est vrai que, bon, oublions les grosses capis, mais toutes les autres, c'est sûr que si les taux baissent, elles ont largement de quoi rattraper. Et on pourrait avoir ce qu'on vient d'avoir depuis le début de cet après-midi, c'est un peu ce qui s'est passé en novembre. Si les taux baissent, c'est qu'il n'y a pas de récession. Oui. Enfin, c'est de baisse modérément. Oui. On pourra voir ce qui s'est passé en novembre-décembre. C'était un gros rallye de tous les small mid, toutes les boîtes normales, voire... Et quand on parlait de tech, effectivement, la tech qui perd de l'argent, celle qui a besoin de se refinancer, c'est elle qui a beaucoup souffert. Nous, on a un fonds innovation qui est pas mal en valeur américaine, mais plutôt sur les valeurs moyennes. Et même s'il y a des dynamiques intéressantes, les valeurs moyennes qui perdent de l'argent, donc qui ont besoin de se refinancer. C'est elles qui ont souffert. Elles n'ont pas tellement participé au rallye de début d'année. Et on est assez convaincu que là, en revanche, dans ce genre de scénario, elles pourraient bien en profiter. Moi, je vois aussi en Europe, les ASML & Co, qui étaient encore très très forts depuis 15 heures. On sent un retour de vapeur. Elles baissottent légèrement et les gens vont aller chercher plutôt ce qui doit rebondir normalement. Comment on se positionne, comment on joue l'idée de la baisse de taux aux États-Unis, à commencer peut-être sur la courbe américaine, sur le marché obligataire. Qu'est-ce que ça implique pour vous, François ? Ça implique que les échéances courtes sont en train de baisser. Bon, c'est vrai que le rôle du marché est de pricer tout de suite. Donc, effectivement, les taux courts, on l'entendait tout à l'heure, baissent de 12 points de base alors que les taux longs baissent de 10 points de base. Donc, on voit une légère repentification de la courbe. On s'attend à ce que cette repentification se poursuive. La question, c'est de savoir si ce sera par des baisses de taux plus rapides qu'anticipées ou si ce sera par quelques dérapages politiques sur le plan fiscal qui font craindre pour la soutenabilité de la dette américaine ou un peu des deux. Les deux ne sont pas incompatibles. Donc oui, nous, notre idée, c'est que on va vers une pontification de la courbe des taux américaine. On reste assez confiant sur le scénario de croissance. Oui, on est en soft landing, ça fait aucun doute. Il y a pas mal d'éléments qui nous font penser qu'on ne devrait pas aller vers un hard landing. La Fed a réussi jusqu'à présent à faire ralentir l'économie. Elle a énormément de cartouches pour venir aider l'économie si celle-ci venait à ralentir de manière plus importante. Les revenus réels sont en augmentation assez significative encore. Donc on ne voit pas de gros ralentissement. Donc sur le plan la courbe des taux d'intérêt, on est assez confiant sur cette pontification à venir. Pas énormément de risques non plus sur le marché du crédit. Et puis sur le marché action, une séance comme celle d'aujourd'hui nous fait plaisir, puisque effectivement on s'attend, et ça fait peut-être quelques temps déjà qu'on s'y attend, donc on a été sans doute un peu trop avant-gardiste là-dessus par rapport au marché, à un rattrapage des petites et des moyennes valeurs. Toute la partie du marché qui n'a rien fait. Exactement. Quand on regarde la valorisation des GAFAM ou
de toute une partie de la cote du Nasdaq, on est sur des niveaux qui sont assez stratosphériques, alors qu'on a toute une partie de la cote qui reste très bon marché. Donc on va avoir un rééquilibrage. Est-ce qu'il aura lieu dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an ou dans 3 ans? J'en sais malheureusement rien. Mais le fait est qu'en tant que gérant de portefeuille, on doit être positionné sur ce qui nous paraît bon marché, et que des journées comme celle d'aujourd'hui nous font du bien. Est-ce qu'il faut imaginer, parce que on va être obligé de parler un peu de politique quand même, sur la politique américaine, si on voit une probabilité montante d'une vague Trump, et quand je dis vague Trump, c'est à la fois la Maison-Blanche, mais aussi l'ensemble du Congrès. À ce stade, c'est quand même là où la probabilité semble la plus importante. Alexandre, qu'est-ce que ça implique au-delà de la baisse de taux de septembre de la Fed, et est-ce qu'il faut se préparer à une dose de friction, de conflictualité entre la politique monétaire et une politique budgétaire telle qu'elle est signalée par Trump et ses équipes en cas de réaccession au pouvoir? Je pense. Oui. Ça a très bien été décrit sur la repentification de la course, c'est-à-dire que c'est concentré sur un candidat qui est Trump aujourd'hui. C'est que d'un côté, il va peut-être avoir une politique fiscale jugée irresponsable ou peu responsable par le marché qui va vous faire remonter la partie longue, et de l'autre, il va faire pression sur la Banque centrale pour baisser les taux. Il l'avait déjà fait lors de son mandat de 2016. Il fait des critiques publiques de la Fed dès maintenant. Alors qu'en général, tacitement, il y a une espèce d'accord entre les politiques. Un pacte de non-agression. Voilà, il y a un pacte de non-agression entre les deux. Donc lui, il fait complètement... il fait absolument pas cas de ce pacte. Et surtout, il a la possibilité de renouveler, ou pas, Jérôme Powell en 2026. Donc il a quand même des moyens de pression. Et on a vu Jérôme Powell déjà craquer sous la pression de Donald Trump. Donc, il quoi, 2018 2019 Donc, alors qu'il n'y avait pas spécialement besoin de baisser les taux à ce moment-là, enfin de suivre ce que lui disait Trump. Donc voilà, il y a ce risque-là. Il y a même certaines rumeurs, alors je ne vais pas rentrer dans des théories du complot, mais qui disent qu'il remet en cause l'indépendance de la Banque centrale. Oui. Donc c'est un gros point d'interrogation, et c'est un point d'interrogation quand même inquiétant, à mon sens. Il est nécessaire que la Fed reste indépendante. Donc on verra à ce moment-là. N'importe quelle institution américaine se prépare à quelques coups de boutoir. Il y aura forcément des coups de boutoir. Complètement. Donc ça, à mon sens, c'est le risque principal. Même si c'est le scénario qui a la plus forte probabilité aujourd'hui, n'est pas dit que ce soit Trump qui gagne. Finalement, cette élection présidentielle, c'est un vote presque pour ou contre Trump. Et il ne faut pas oublier que ce soit Joe Biden ou pas qui se présente, on le voit encore aujourd'hui, il a un bilan économique qui est très bon. Donc ça peut jouer en sa faveur ou en faveur du candidat qui le remplacera. Bon. C'est un problème, là, si le candidat démocrate change en cours de route dans les 2-3 prochaines semaines Alain, je ne veux pas vous emmener trop loin dans les sujets politiques, surtout de politique américaine, mais encore une fois, du point de vue du marché, des investisseurs, on voit quand même que le facteur politique est, au moins à court terme, un driver à suivre. D'un point de vue strictement économique, Trump, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il sera toujours pro-business, à mon avis. Donc, quelque part, ça ne peut pas être mauvais pour les marchés si c'est Trump. Et aujourd'hui, au-delà du programme de Trump, le principal... supporter de Trump, c'est Biden, puisque sa faiblesse, en fait, ne le rend pas éligible. Donc, donc si jamais il y avait un nouveau candidat, on pourrait arguer qu'il y a une sorte de déstabilisation, mais en réalité, ça pourrait remettre éventuellement les cartes en jeu. La question est qui mettrait en face. C'est Hillary Trump, je ne pense pas. Hillary Trump, oui. Un peu de truc. Oui. Si c'était Kamala Harris, je pense que le vice-président est toujours effacé, mais elle n'a pas vraiment réussi, j'ai l'impression, la transformation de l'essai. Si elle avait dû être prête, non, je sais pas, on l'aurait su. Michelle Obama, par exemple, d'accord, mais ça peut être... Voilà, c'est le genre de trucs qui peuvent changer éventuellement, une sorte d'inconnu, enfin, pas inconnu, mais une sorte de... Oui, une incertitude. Qui peut changer les choses, mais... À ce stade, pour l'instant, c'est Trump de toute façon. Donc, oui. Enfin, le consensus est sur Trump. Oui. Et sauf miracle, pour l'instant, c'est ça qui va arriver. Donc,
Comment vous voyez d'ailleurs les marges de manœuvre de la Fed au-delà de septembre et peut-être une autre encore d'ici la fin de l'année? Parce que je vois quand même que là, sur le print, c'est des mouvements de court terme, mais le marché est tout de suite tenté d'augmenter encore un peu plus la probabilité, le nombre de baisses de taux qu'on aurait en 2025. Ça se renforce à chaque fois. Et c'est vrai que il faut imaginer un monde où ce soit possible quand même, François. Et je crois que jusqu'au taux terminal, c'est 200 points de base de baisse de taux qui sont anticipés par le marché partant de 5,25, 5,50 quoi. Oui, tout à fait. Il faut les placer quand même, les 200 BP. Oui, bon, ça paraît pas impossible. Ouais. Si l'inflation retourne vers 2%, il n'y a pas de raison de voir des taux courts américains qui restent au-delà de 4%. Ça fait des taux réels de court terme qui seraient un peu trop élevés. Donc non, moi, vraiment sur les anticipations de taux courts du marché, j'ai pas grand-chose à redire. Ouais. C'est en ligne avec ce que vous imaginez. C'est en ligne avec ce qu'on imagine. Bon, après, se posera la question de savoir effectivement si on a les mêmes personnes à la tête de la Fed ou pas. Je pense que paradoxalement, si on devait avoir Donald Trump qui était élu président avec les pleins pouvoirs, ça pousserait peut-être la Fed à être obligée d'être plus au quiche parce qu'une politique budgétaire très expansionniste, parce que peut-être une perte de confiance dans le dollar, dans la monnaie, et que il est possible que les marchés américains soient en train de changer de paradigme et soient en train de passer d'une réaction ou d'un mode opératoire qui est celui d'un marché développé vers celui d'un marché émergent. Et des conflits entre l'exécutif et la banque centrale, il y en a dans beaucoup de pays émergents. On le voit au Brésil aujourd'hui, on l'a vu en Turquie pendant pas mal d'années. Et on sait qui a le dernier mot in fine, ça reste toujours l'exécutif en général. Ça n'a pas été le cas dans les pays développés jusqu'à présent, où c'est la Banque centrale qui garde la main. On verra s'il y a ce switch. Je pense que ce sera quelque chose de très important pour le statut du trésor américain, enfin des treasuries, du dollar, etc. Tout à fait. Pas la première fois qu'on entend l'idée, alors ça paraît un peu grossier de dire que les États-Unis seront perçus peut-être demain comme des émergents, pas sur le plan du PIB par habitant, j'imagine, mais sur la question de l'indépendance, des institutions, des garanties, etc. Effectivement, il y a des lignes qui vous placent dans un camp ou dans un autre. On va dire des choses comme ça. Tiens, parlons de l'Europe et de la France. Comment vous avez vécu la première séquence, là, ce que j'appelle la première séquence avant les rendez-vous de l'automne, autour évidemment de la trajectoire des finances publiques françaises, qui, je le rappelle, continue de s'aggraver. Sur les 5 premiers mois de l'année, l'exécution budgétaire est encore pire, alors à la marge, que ce qu'on a observé sur les 5 premiers mois de 2023. Donc le compteur qui tourne, il est là, François. Le marché, effectivement, attend de voir avec grande sagesse, j'ai envie de dire. Comment on imagine la suite et est-ce qu'il y a déjà une perte de statut pour l'OAT française qui est, j'allais dire, presque irrémédiable, en tout cas qui ne sera pas corrigée là dans quelques mois ou voire quelques trimestres et même peut-être quelques années? Alors il faut avoir une capacité de projection, un esprit d'imagination assez important aujourd'hui quand on regarde la politique française, parce que c'est vrai que d'un jour à l'autre, les choses changent. On voit beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont pu gagner cette élection, d'autres qui pensent que personne ne l'a gagnée, et in fine, les implications peuvent être importantes sur la trajectoire du déficit. Néanmoins, indépendamment de la trajectoire à venir, la trajectoire actuelle est mauvaise. Je pense que on s'achemine sans doute vers 2 scénarios possibles. Soit un scénario où le NFP est nommé à la tête d'un gouvernement qui tiendra le temps qui tiendra, mais qui ne sera pas forcément très positif pour l'évolution des finances publiques françaises. Soit le NFP n'est pas nommé au pouvoir et on risque d'avoir
quelques débordements sociaux. Donc, dans les deux cas, on est quand même sur quelque chose de plutôt négatif, à notre sens. Pas du bruit positif, oui. Non, c'est pas du bruit positif, c'est du bruit négatif. Je pense que l'épée de Damoclès de l'élection présidentielle de 2027, tout le monde l'a en ligne de mire. Elle pourra éventuellement être avancée, cette élection présidentielle. Donc, il me paraît assez difficile d'imaginer un retour du spread OAT-Bund sur ce qu'il était avant cette séquence. Il est aujourd'hui, il s'est resserré de quelques points de base depuis c'est plus large avant le entre les deux tours. Mais il faut avoir en tête, moi j'aime bien le regarder, pas uniquement ce spread OAT-Bund, mais le regarder aussi par rapport au spread BTP-Bund, par rapport au marché equity, par rapport à l'ensemble des Nos concurrents sont là aujourd'hui, j'ai envie de dire. Comment préparez-vous, parce que je vais vous poser la même question, mais qu'est-ce que vous avez pris comme décision en tant que gestionnaire d'actifs, de portefeuille, sur la partie obligataire et crédit? Enfin, vous n'êtes pas obligé de détenir de l'OAT, vous n'êtes pas des investisseurs contraints de ce point de vue-là, mais quand même, enfin, je veux dire, ça fait partie des actifs standards, j'allais dire, dans des allocations. Quelle décision vous avez prise là sur les 2, 3, 4 dernières semaines? Nous, on est très prudents sur le marché des OAT. C'est vrai qu'il y a potentiellement du bruit, de la volatilité à venir, et malheureusement, on n'est pas suffisamment rémunéré pour détenir ce risque aujourd'hui. Donc, on préfère rester à l'écart du marché des OAT. Peut-être qu'il y aura des jours meilleurs pour y revenir, mais aujourd'hui, le pricing de marché ne nous paraît pas suffisamment représentatif du risque que l'on prend quand on investit sur la dette de l'État français. Et sur d'autres actifs français, la partie action, impossible de ne pas être sur les actions françaises, bien sûr. Alors, mais oui, sur la partie action, c'est un peu différent parce que d'une part, les actions françaises sous-performent quand même très fortement le reste des actions européennes depuis le début de l'année. Donc là-dessus, j'ai tendance à dire que la décote s'est produite, contrairement à ce qu'on voit sur les OAT à l'intérieur du monde souverain, et ce qu'on voit sur le fixed income de manière générale, sur le marché obligataire. La dette des entreprises françaises, c'est pas détérioré, c'est vraiment la partie action qui est assez bon marché aujourd'hui et qui offre des opportunités, des opportunités d'investissement, d'autant plus qu'on est sur les entreprises qui, pour la plupart, se font quand même une partie significative de leur chiffre d'affaires à l'international. Même si parfois le code postal peut être un peu pénalisant, mais pour des investisseurs globaux qui ne font pas forcément dans le détail à chaque fois. Bon, quelle décision vous avez prise chez Sycomore sur cette situation française spécifique et est-ce qu'il faut imaginer, moi je me mets toujours à la place du fonds de pension japonais ou du fonds de pension du Texas, est-ce qu'on imagine une baisse structurelle de la place des actifs français dans les allocations globales ? Si on se met à la place du fonds du Texas, on peut imaginer ça, effectivement. Oui, parce que c'est quand même ça, 53% de la dette française est détenue par des non-résidents, et c'est la veuve d'Osaka et la veuve de Dallas, quoi. Surtout, il y a eu quand même une séquence où on a pu analyser les flux et voir qui vendait à quel moment. Donc il y a eu la dissolution. Le lundi et le mardi, c'est globalement les Français et les Européens qui sortent du marché action français. Le mercredi, ça remonte, et le mercredi soir, il y a l'union de la gauche. Oui. C'est le jeudi que les Américains vendent. Donc en fait, il est là le sujet. Est-ce que le NFP va être au pouvoir ou pas ? Pour l'investisseur global, c'est ça la question. Pour l'investisseur global, c'est ça. Est-ce qu'il y a une rupture dans la conduite de la politique économique française, ou est-ce qu'on reste dans quelque chose qui navigue à la marge, quoi ? Et c'est même historiquement, c'est le seul événement que j'ai trouvé où un facteur politique a un impact un peu plus long que le court terme. C'est 81, l'élection de Mitterrand. Oui. Donc il y a quand même un parallèle. Sinon, non. C'est-à-dire que dans les scénarios qui ont été évoqués, ce que je vois, et en tout cas avec la lettre publique d'Emmanuel Macron hier, on peut se dire qu'il va arriver à peu près à faire une espèce de coalition large, une espèce de gloubi-boulga entre le PS et les Républicains, et nommer un Premier ministre comme ça en faisant une
une espèce de droite à la Nicolas Sarkozy, où vous pouvez avoir un ministre des Affaires étrangères de gauche, un ministre de l'Intérieur de droite, et donc ratisser large, au moins jusqu'en 2027. Ouais, la question là-dessus, c'est l'attitude de la France insoumise. Oui. Et est-ce que vont faire les gens dans la rue derrière? Est-ce qu'on va avoir... Le risque social, le risque de... Oui, mais justement, s'ils se marginalisent et qu'ils sont définitivement exclus de l'axe républicain, c'est exactement ce qui est recherché. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le divorce au sein de la gauche est difficile à faire. Ouais, mais dans un premier temps, si on a effectivement beaucoup de monde dans la rue, je ne suis pas sûr que ce soit pour les marchés. vu positivement par les marchés ou même par les chefs d'entreprise. Moi, ce qui m'intéresse, si j'étais investisseur obligataire, c'est quand même de comprendre les garde-fous qu'il y a, quelle que soit la gouvernance politique demain. Encore une fois, je veux dire, en absolu et en relatif, la trajectoire de finances publiques françaises est un sujet d'urgence. La base de négociation que propose Bruxelles, c'est ce que rapportait Bloomberg ce matin, c'est plutôt que de revenir sur les 3% en 3 ou 4 ans, on vous propose de le faire en 7 ans. Et pour ça, c'est 15 milliards d'euros de correction de l'exécution budgétaire par an. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui paraît réaliste, réalisable, quelle que soit la plateforme politique demain? Est-ce qu'il y a des garde-fous sérieux qui permettent d'encadrer ce chemin-là? Ou est-ce qu'il faut imaginer que non, on ira chercher et tester toutes les possibilités avant de revenir dans ce chemin-là? Disons que ça fait à peu près 40 ans qu'on fait un peu n'importe quoi et que tout le monde s'en fiche. Oui, mais on avait la stabilité politique qui permettait et le poids qui permettait de s'offrir ce genre de comportement. Alors, par rapport à ça, moi je dirais que les 65 bips de spread, c'est presque comme s'il ne s'était rien passé. Nous, on est sorti de l'OAT française il y a oui, 6 beaucoup semaines. Me disent que c'était les 40 BP avant qui étaient anormaux. On était sorti avant les élections, de toute façon, donc avant la dissolution, etc. Mais je dirais maintenant... Pour moi, il y a deux scénarios, effectivement. Soit un scénario plutôt NFP. Oui, mais on l'a dit, oui, je suis d'accord. Là, je pense que ça va aller beaucoup plus bas. Mais en même temps, ce qui s'est passé en Angleterre montre bien que s'il y a une perte totale de confiance des marchés, un gouvernement ne peut pas tenir, sauf à aimer le Venezuela, mais il y a des limites, je pense. Et puis sinon, ça peut être un gouvernement peut-être plus à droite, avec une certaine orthodoxie budgétaire. Alors, ça ne plaira pas à LFI, mais ils seront dans la rue, mais ce n'est pas ça la République, a priori. Et donc, on est sûr de l'orthodoxie budgétaire. Enfin, la plateforme du RN. Enfin, je suis désolé. Non, pas le RN. Non, mais un gouvernement. Ah bah oui. Non, mais moi, ce que j'ai aimé dans les élections, c'est à droite, oui. Si le RN avait été proche de la majorité sans l'avoir, quelque part, pour faire un arc républicain contre le RN, il aurait fallu accepter LFI. Là, la bonne nouvelle de ces élections, de mon point de vue, d'un point de vue marché, c'est qu'on peut faire une majorité sans LFI et le RN. Après, c'est effectivement très compliqué d'accoucher de ça, forcément. Mais à partir du moment où c'est possible, ça laisse un espoir aux 65 bips. Ok. Pour moi, les 65 bips jouent le fait qu'on va avoir un gouvernement, entre guillemets, raisonnable, qui fera ce qu'il peut. Il ne va pas forcément faire une politique très austère pour réduire la dette, parce qu'en France, on ne sait pas faire, mais au moins, il stabiliserait. Ah, là, je crois qu'on demande de. Oui, je crois que le marché, la demande du marché qui devra être satisfaite, c'est pas juste de stabiliser, je crois, à un moment quand même. Pour résumer, si on avait toujours eu Macron, il aurait fallu trouver 20 à 30 milliards d'économies. Oui. Et les autres, ils proposent que des dépenses. Alors, non, forcément. Oui, d'accord. Bon. Bruxelles nous propose un plan en 7 ans. Donc, c'est déjà une base de négociation qui. Et puis après, il y a l'autre partie. Qui semble intéressante, sur laquelle il va falloir discuter. C'est que. La raison pour laquelle on est très sympa avec les États-Unis quand ils ont des gros déficits, c'est qu'on se dit qu'ils vont être capables de nous sortir une croissance inattendue avec leur boîte de techno. Nous, c'est bien mais il faut aussi que les entreprises se développent et soient capables de créer de la richesse. Ça, c'est une autre question aussi. Il y a peut-être aussi moins de garde-fous disciplinaires autour de la dette américaine. Il n'y a pas la procédure de déficit, etc. Enfin, il y a des warnings, mais il n'y a pas... Bon. Alexandre. Je reviens juste sur la question précédente sur le positionnement, parce que j'aurais juste voulu terminer rapidement. Ah oui, sur la qui a vendu action. Oui. Il y a un élément qui a été dit par François juste avant qui est intéressant, c'est-à-dire que premièrement, on a des opportunités. Deuxièmement, on a une tendance qui prévaut depuis le Covid sur le CAC 40 qui n'a absolument pas été remise en cause par la baisse récente. Et donc, nous, on va se concentrer sur des entreprises qui ont effectivement un business essentiellement international, qui font du rachat d'actions, souvent c'est annoncé, donc s'il n'y a plus de flux, autant que ce soit les entreprises elles-mêmes qui le font, et celles qui versent de gros dividendes. On pense que c'est un petit peu plus sécuritaire, au moins en transition,
avant qu'il y ait un nouvel élan un peu plus positif. Le côté positif, moi, que je retiens de cette dissolution, c'est que ça a mis en lumière le problème du budget français, beaucoup plus qu'avant. Donc là où, même si on n'avait pas eu la dissolution de l'Assemblée, il faut quand même savoir que sur les 3 dernières années de son mandat, il n'y avait aucune réforme d'envergure de prévue, à part celle de l'assurance chômage, c'était la dernière. Oui. Bon, là, il en faut d'autres réformes. Donc, à un moment donné, ça va être nécessaire. Il va falloir les faire. Au niveau européen, est-ce que ça peut... et le choc d'incertitude généré par la France et également le résultat des élections européennes, ne l'oublions pas, tout part de là pour la France, mais l'Europe est en train de recomposer son Parlement, bien sûr, et toutes les postes clés, les institutions qui suivront avec une nouvelle commission qui sera installée en novembre. Est-ce que ce nouveau paysage politique remet en cause certains thèmes d'investissement pour vous ou pas, Alexandre, si vous voulez garder la parole? Ça remet pas spécialement en cause. Alors déjà, j'attends de voir le paysage politique, au final, au moins le gouvernement. Il y a une nouvelle peut-être au niveau de l'Europe aujourd'hui qui m'a marqué, c'est une espèce de pré-annonce de von der Leyen qui nous explique qu'elle prépare une espèce de Big Bang budgétaire pour l'Europe et que ce serait plus un montant déterminé, mais projet par projet en fonction de si vous respectez ou pas les critères. Donc ça change quand même pas mal la donne. D'accord. Cadre un peu plus coercitif de ce point de vue-là. Exactement. Ouais. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Elle interviendra à Strasbourg la semaine prochaine, donc j'attends de voir ce qu'elle va annoncer. Bon, sur l'Europe, si vous souhaitez, Alain, puis je veux bien qu'on revienne un peu quand même sur les résultats d'entreprise. Alors ça va être la partie américaine, mais encore une fois, sur les entreprises européennes, françaises, qu'est-ce qu'on attend? Parce que c'est vrai que en plus, le sujet politique français vient au moment où le cas d'investissement européen trouvait un peu plus d'intérêt, de momentum. Il y avait ce petit décollage de la croissance, des baisses de taux enclenchées et à suivre de la part de la BCE. Tout ça redonnait pour des investisseurs globaux de l'intérêt vis-à-vis de l'Europe. Est-ce que ça, c'est déjà derrière nous ou est-ce que non? C'est quand même un chemin qu'on peut encore imaginer. Sur l'Europe, le Parlement est un peu plus à droite, mais les grandes masses n'ont pas bougé. Donc je pense que c'est la majorité reste un bloc centriste. Il y aura peut-être, sur la voiture, par exemple, l'extinction du thermique en 2035. Je sens que le Parlement serait un petit peu moins volontariste sur ces questions-là. Donc là, ce serait le seul élément de prudence. Mais sur le reste, je ne pense pas qu'il y aura de gros... Mais ça ne remet pas en cause les thèmes d'investissement qui vont derrière. D'accord. Ce sera un petit peu moins coercitif sur l'agriculture, sur les plans assiettes 2.0 pour les agriculteurs et sur la question du renouvelable. De la ferme à la fourchette, oui, d'accord. Okay. Voilà. Sinon, pour le reste, non, a priori, ce qui peut évoluer, c'est... Voilà, sur les sociétés, oui. Oui, les entreprises. On était plutôt parti sur une dynamique où les États-Unis... On révisait à la hausse les prévisions bénéficiaires des entreprises, là. Rebondissaient en partant d'une base très faible. Oui. Alors c'est vrai que là, le risque, c'est que l'attentisme pourrait un petit peu tuer dans l'œuf le début de reprise européenne. Cela dit, je ne pense pas vraiment que ça le remettra totalement en cause. Et puis, on a malgré tout, en élément de fond, ces baisses de taux qui ont commencé en Europe, qui visiblement vont aussi commencer aux États-Unis. Et ça, si on prend un peu de distance par rapport à la France, ça reste quand même du vent arrière. Donc ça va rester là. Et je pense qu'il faut quand même garder un petit peu raison. C'est des éléments de soutien qui sont très forts. Voilà. Maintenant, sur les résultats stricto sensu, je ne suis pas persuadé qu'ils vont être extraordinaires. J'ai fait la liste, Dassault, Veralia, il y a eu PageGroup aussi au UK dans le monde des RH et du recrutement, Michelin, L'Oréal qui ont un peu guidé à la baisse, il y avait le gros warning de Nike fin juin, aujourd'hui c'est Pepsi et Delta qui ratent leur publication. Oui, quelques... Je ne sais pas si ça fait une tendance, mais... Forcément, ceux qui préalertent en général sont ceux qui ont des mauvaises nouvelles. Quand on alerte positivement, ça arrive aussi, mais il faut que les nouvelles soient exceptionnelles. Oui, j'entends. Donc c'est un peu dissymétrique. Mais pour autant, pour l'instant, je trouve qu'effectivement, on a quand même un certain nombre de warnings qui ne sont pas très encourageants, je dirais, pour la publication de résultats à venir. Et puis, par ailleurs, l'environnement peut pousser les sociétés à être aussi un peu prudentes en termes de perspective, puisque aujourd'hui, selon les scénarios, c'est pas... On le serait à moins, oui. Donc, je ne suis pas certain que la saison des résultats va être très supportive. Alors, maintenant, aux États-Unis, comme tout le monde attend la baisse des taux, si on a des résultats qui sont un peu moins bons, je comprends. Ça peut aussi soutenir la thèse baisse des taux, donc tant qu'à faire... Ça ne sera pas forcément dramatique pour les marchés, mais effectivement, pour la première fois, je ne sais pas si les résultats vont être exceptionnels. Bon, ça veut dire confirmé quand même.
comment on s'organise pour traverser cette période estivale là, sur les marchés? Est-ce que l'idée, c'est quand même tactiquement au moins, de réduire un peu la voilure? Est-ce qu'il y a des segments de marché avec lesquels on est encore particulièrement confortable et qu'on n'a pas envie de quitter aujourd'hui? C'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à la consommation, on sent que ce n'est pas encore évident. Tout ce qui est lié, en revanche, les grandes thématiques, type l'IA, les boîtes comme Schneider, la transition énergétique, on sent que ça continue quoi qu'il arrive. D'accord. Oui. Donc, après, non, mais c'est bien, ces tendances-là se valident malgré l'incertitude du moment, quoi. Oui, donc c'est plutôt les boîtes un peu cycliques qui, à mon avis, vont encore une fois être un petit peu décevantes. Mais... Bon, sur la logique d'investissement, justement, chez Sycomore Asset Management, qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment? Ou est-ce que vous êtes encore à l'aise? Ou est-ce que vous l'êtes peut-être moins ou beaucoup moins aujourd'hui, Alexandre? Alors, bon, logiquement, si on a bien fait notre travail en allocation, on a un peu profité du début d'année. Ouais. Donc, on réduit un petit peu la voilure, on a un cash qui rémunère. Donc, on est un petit peu plus défensif. On ne peut pas se désengager totalement non plus parce qu'on profite de la tendance, notamment aux États-Unis. Je suis d'accord sur les thématiques avec ce qui vient d'être dit. Sur le renouvelable, on ne change absolument pas notre position. Sur la consommation, on fait beaucoup plus de stock picking parce que vous parliez de Nike. C'est quand même assez spécifique à Nike. C'est-à-dire que Nike vient d'une espèce de bulle du Covid où le direct-to-consumer marchait très très bien. Puis ils se font prendre des parts de marché par d'autres acteurs qui arrivent, etc. aussi. Voilà. Non, dans le même temps, fast retailing, donc Uniqlo remonte ses guidances. Visiblement, donc, voilà, la consommation, c'est très large. Il faut regarder titre par titre. Mais voilà, globalement, on reste sur nos tendances de long terme. Je pense que, comme je le disais un petit peu avant, sur les entreprises qui font du share buyback, les entreprises qui versent du dividende, et les entreprises qui ont une valorisation écrasée, regardez les banques aujourd'hui, européennes en Europe, et ou françaises pour les plus téméraires, c'est intéressant. Ouais. Pour conclure avec vous sur la logique d'investissement du moment chez vous, chez DNCA, François? Oui, effectivement, on est sur des niveaux de valorisation qui sont... Je trouve que les écarts de valo sont très importants. Au sein de la côte américaine, on est sur quasiment 19% depuis le début de l'année sur le S&P. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on finirait à 38? J'en doute. C'est pas impossible. Je ne mettrai pas ma main à couper le feu du contraire, mais j'en doute. Donc oui, un peu plus de prudence, je pense. Ça me paraît important. Il y a des choses à faire sur les equities européennes, sur une partie de la cote. Effectivement, les banques françaises nous semblent assez décotées. C'est vrai que cette prime de risque qui pourrait se matérialiser due à un gouvernement qui aurait les mains libres pour venir taper sur les banquiers, j'y crois dans les faits assez peu. Est-ce que, par contre, on aura un gouvernement qui fera de l'orthodoxie budgétaire? J'y crois assez peu également aussi. Ouais. Donc, plutôt plus de prudence sur la dette française que sur la partie action. J'ai bien compris ça. Ouais. Et voilà un petit peu le message qu'on cherche à avoir aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. François Collet, DNCA, Alain Dubrul, Claresco et Alexandre Taïeb, Sycomore Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique qui a pour sujet la macroéconomie, la politique et les banques centrales. Quelques questions à poser à Gilles Mouek qui est avec nous par téléphone, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Merci beaucoup d'être avec nous. Commençons par la macro américaine. On a eu le rapport mensuel sur l'inflation et les détails de l'inflation américaine sont toujours passionnants. J'ai noté que le prix sur un mois des sous-vêtements masculins avait reculé de plus d'1%, Gilles, et la légende nous dit que c'était un des indicateurs privilégiés par Alan Greenspan pour mesurer l'état de santé de l'économie américaine. Au-delà de l'anecdote, quand vous regardez notamment les dernières données sur le marché du travail américain, ce rapport mensuel sur l'inflation, est-ce que tous les obstacles sont levés pour la Fed pour une baisse de taux? Et est-ce que le calendrier des meetings de la Fed devant nous permet d'imaginer encore l'idée d'un soft landing américain, une Fed qui resterait dans le bon timing et dans le bon tempo et qui ne serait pas trop en retard? Alors si c'est vrai pour Greenspan, ça explique beaucoup
de sa gestion de la politique monétaire sur la fin, en particulier sa préparation de la crise financière de 2008, mais passons. Non, les indicateurs sont effectivement en train de tourner au vert sur l'inflation américaine. Moi, ce que j'ai retenu en fait du chiffre d'aujourd'hui, c'est le fait qu'on a une accalmie, plus qu'une accalmie, une stabilisation des prix à la conso très large sur la plupart des grandes composantes qui étaient importantes pour la Fed. Il y avait un point en particulier qui devenait de plus en plus problématique, c'est le fait que le prix des loyers ne décélérait pas. En moyenne, au cours des 14 derniers mois, on a fait à peu près 0,5 points par mois. Et là, on a fait 0,2. Donc, c'était un peu le dernier arbre à battre de la forêt inflationniste, de résistance curieuse des loyers. C'est en train de se corriger. Donc oui, je pense que c'est déjà plus ou moins présent dans les dernières déclarations de Jay Powell. On peut vraiment s'attendre à une baisse des taux en septembre. Alors, la question du calendrier, moi, je pense qu'idéalement, la réunion qui aura lieu à l'extrême fin de ce mois, on aura la préparation des esprits à la baisse des taux qui interviendra effectivement au mois de septembre. Est-ce que ça viendra trop tard? J'ai envie de dire, ça vient toujours trop tard. L'expérience qu'on peut avoir de la politique monétaire, c'est qu'en général, on baisse les taux toujours un peu trop tard et qu'on les remonte aussi souvent un peu trop tard. Mais voilà, si on rate le train de 2 ou 3 mois, c'est probablement parfaitement gérable. D'autant plus que sur les indicateurs de l'économie réelle, il y a quelques points un peu alarmants, en particulier la fameuse règle de SAM sur le taux de chômage, mais le reste de l'économie reste quand même plutôt bien tenu. Donc voilà, si la Fed arrive à baisser les taux en septembre, en sachant qu'en plus les taux longs, eux, ont commencé déjà à corriger, donc on a déjà un assouplissement des conditions financières globales. On devrait pouvoir continuer à avoir un atterrissage en douceur, d'autant plus que si Trump gagne les élections au mois de novembre, on aura probablement une expansion budgétaire supplémentaire en 2025. Ce ne sera pas très bon pour l'inflation, mais ça aiderait probablement à soutenir un peu la croissance. Justement, qu'est-ce qu'on peut imaginer, puisque c'est quand même la probabilité montante d'avoir une vague Trump, et quand je dis vague, c'est la Maison-Blanche et l'ensemble du Congrès, Gilles, parce que sur la publication de l'inflation cet après-midi, on voit tout de suite que se renforcent également les probabilités de baisse de taux pour 2025. Dans le cas d'une présidence Trump avec des pouvoirs également à l'ensemble du Congrès, Gilles, quelle dose de conflictualité il faut imaginer entre la politique monétaire et une politique budgétaire et tarifaire commerciale telle que signalée par Trump et ses équipes aujourd'hui? Alors, autant je suis de plus en plus confiant sur la baisse des taux du mois de septembre et probablement du mois de décembre, ça me paraît atteindre un très très haut niveau de probabilité, autant je suis de moins en moins confiant sur la possibilité effectivement d'avoir une poursuite de la baisse des taux en 2025, parce que si je prends les 3 premiers éléments de la plateforme électorale de Donald Trump, qui, soit en passant, est beaucoup plus précise qu'elle ne l'était en 2016. Les 3 éléments principaux, c'est 1, arrêt brutal de l'immigration, 2, politique budgétaire encore plus accommodante avec la prolongation des baisses d'impôts de 2017 qui étaient censées expirer en 2025, 3, guerre commerciale, en tout cas durcissement très net des tarifs douaniers. Les 3 sont éminemment inflationnistes. Sur l'immigration, on a eu l'année dernière un peu plus de 3 millions d'entrées de personnes en âge de travailler sur le territoire américain, donc plus de 1% de la population active résidente. Sans cela, on n'aurait jamais eu le début de décélération des salaires auquel on a assisté. Donc s'il y a effectivement un arrêt brutal de l'immigration, c'est plutôt un message inflationniste. Sur le budgétaire, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on devait normalement avoir des déficits en résorption légère en 2025. Si on prolonge les baisses d'impôts, on ne les aura pas. 3e élément, sur la guerre commerciale, c'est par nature, c'est par construction une mesure qui sera inflationniste. Donc si on se met à la place de Powell en 2025 avec une présidence Trump, est-ce qu'il aura envie d'aller tellement plus loin dans la baisse des taux? Probablement pas. Et je pense que ça, c'est un élément qui permet de comprendre pourquoi il y a sans doute une espèce de seuil de résistance sur les taux longs américains. C'est-à-dire que là, on reste sur entre 15 et 4,25. Je pense qu'on aura du mal à passer la barre des 4, précisément parce que le marché va être de plus en plus focalisé sur la possibilité qu'on ait une espèce de deuxième vague inflationniste en 2025.
L'Europe et la France avant tout, Gilles. Alors bon, il y a la politique, alors l'arithmétique. Je ne sais pas si l'arithmétique nous aide à y voir plus clair sur une gouvernance prochaine à l'Assemblée nationale et pour l'exécutif français, mais on peut toujours miser sur l'intelligence collective, Gilles, bien sûr, mais il y a aussi l'idée qu'il y a des garde-fous disciplinaires peut-être autour de nous qui peuvent permettre d'encadrer la France dans un chemin qui resterait compatible avec celui de nos partenaires européens. Est-ce que ces garde-fous, ça va de la Constitution au marché, bien sûr, en passant par les agences de notation, les procédures de déficit excessif, est-ce que tout ça paraît solide et rassurant pour un investisseur global qui commence à avoir l'habitude de ces sujets européens, ou est-ce qu'il y a un vrai risque spécifique du poids de du fait du poids de la France et de l'éclatement du paysage politique aujourd'hui? On aura peut-être 13 groupes à l'Assemblée nationale demain. C'est un premier point. Et puis, la question conjoncturelle également qui se pose derrière. C'est combien de temps est-ce qu'on perd dans l'idée d'un décollage ou d'un redécollage de la France aujourd'hui sur le plan de l'activité économique, Gilles? L'arithmétique parlementaire plus la Constitution, ça permet quand même d'éliminer du radar les solutions qui seraient probablement les plus toxiques du point de vue du marché. Et je pense que ça explique d'ailleurs pourquoi le marché reste relativement calme. En tout cas, le marché obligataire reste relativement calme devant effectivement l'atomisation du paysage politique français. Pourquoi ? Parce que ce qui a été exclu après les premiers et deuxième tours, c'est l'hypothèse application complète du programme du Rassemblement national et application complète du programme du Front populaire. On peut jouer à qui fera la pression la plus forte pour obtenir de la part du président de la République telle ou telle nomination de Premier ministre. Mais la Constitution est très claire, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre et ce Premier ministre ne lui est pas imposé. Deuxièmement, arithmétiquement, les solutions extrêmes seraient renversées en l'espace de quelques jours, parce que les autres blocs parviendraient à les juguler. Donc ça, je pense que ça explique en grande partie la certaine patience du marché depuis quelques jours. Maintenant, la difficulté pour moi, ça devient une difficulté presque logistique. C'est-à-dire que il faut présenter une loi de finances initiale au plus tard début octobre, et normalement le 20 septembre, la France est normalement obligée de transmettre aux autorités européennes son plan structurel sur 4 ans. Ça laisse très peu de temps aux équipes qui seront effectivement constituées une fois qu'on aura fait le tour des solutions impossibles et qu'on arrivera aux solutions possibles. Ça laissera très peu de temps aux équipes pour arriver à quelque chose de complètement cohérent. Alors, moi, je compte sur quand même une certaine flexibilité de la part des Européens en la matière. Je pense que personne n'a envie d'aller immédiatement à la collision frontale entre un gouvernement français qui respecterait globalement l'épure du pacte de stabilité et de croissance. S'il manque quelques dizaines de points de PIB et si l'affaire ne paraît pas complètement bordée, je pense qu'on trouvera de la flexibilité. Mais encore une fois, la vraie difficulté maintenant, de plus en plus pressante, c'est une difficulté logistique. Il faut que les équipes soient en place, et il faut qu'elles soient en place avant la fin de l'été, parce que même si les équipes du ministère des Finances travaillent aujourd'hui probablement d'arrache-pied, il faut des instructions, il faut des cadrages. Les cadrages qui ont été envoyés hier par le ministre actuel des Finances n'ont pas en soi de validité qui excéderait la durée de vie du gouvernement actuel. Donc c'est ça plutôt qui me pose question. Mais je comprends assez bien en fait pourquoi on a cette patience du marché. Oui, effectivement. La question c'est jusqu'à quand est-ce qu'effectivement les marchés pourront être patients. Alors, information de Bloomberg aujourd'hui qui montre quand même la base de négociation entre Bruxelles et une future gouvernance politique en France. Bruxelles nous dit plutôt que de revenir sous les 3% en 4 ans, faites-le en 7 ans, c'est 15 milliards d'euros de correction de l'exécution budgétaire chaque année. Ça montre quand même ce que vous défendiez, Gilles, une approche quand même flexible de Bruxelles par rapport à la situation française spécifique. Ouais, cette flexibilité, elle existe dans les textes. Elle existe dans le nouveau... à la France, alors. Donc,
ce qui était sur Bloomberg, c'était purement la lecture des textes. C'est pas une information en soi. Mais il y a des conditions pour que, justement, au lieu de mettre 4 ans, on y passe 7. Il faut que la trajectoire d'ensemble et l'engagement sur des réformes structurelles en particulier soient quand même là. C'est-à-dire que 7 ans, c'est pas de droit. Il faut le gagner. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une crédibilité minimum pour que la Commission européenne l'offre. Mais voilà, c'est quand même mon scénario de base. Mon scénario de base, c'est qu'on arrive à trouver une combinaison gouvernementale. Alors, est-ce que c'est un gouvernement technique? Est-ce que c'est une coalition large? J'en sais rien. Mais en tout cas, une solution gouvernementale suffisamment correcte, entre guillemets, qui soit en tout cas intégrée dans le logiciel européen habituel, et avec ce minimum présent à Paris, on puisse trouver effectivement les marges de flexibilité des textes. Mais encore une fois, c'est ce qui était prévu, on l'a oublié, mais ce qui a été négocié dans ce nouveau système de surveillance budgétaire européen offre plus de flexibilité que le système précédent. Merci beaucoup Gilles, merci pour votre éclairage sur ces situations américaines et françaises. Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, était avec nous par téléphone dans Smart Bourse ce soir.